Bonjour professeur Philippe Juvin, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un des visages de la lutte contre le Covid, la Covid-19, comme chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou. Et vous êtes aussi maire, les Républicains, de la Garenne-Colombes. C'est une ville de 30 000 habitants dans la région parisienne. Je précise tout de suite que vous gardez votre masque, mais que précisément, moi je viens de l'enlever, que nous sommes dans une salle qui a été aérée, et que nous sommes à distance, mais que vous choisissez de garder votre masque. Pourquoi ? Oui, vous disiez que j'étais un visage masqué, parce qu'en gardant le masque, je vous protège. Je vous protège, je vis dans un milieu qui est probablement très concentré en virus, c'est l'hôpital, et donc je ne vais pas prendre le risque de vous transmettre une maladie que je pourrais avoir sous une forme symptomatique, asymptomatique, même si je me fais évidemment souvent tester. Je suis négatif. Lors du dernier test, toutefois, aucun risque. Vous avez été malade pendant la crise Eh bien, curieusement, non. Curieusement, non. J'ai l'impression que je suis passé entre les gouttes. J'ai été testé plusieurs fois. Pendant la crise, pour être très franc, au mois de mars, les choses allaient tellement mal. Et puis, on ne savait pas ce qui allait nous tomber dessus réellement. On vivait au jour le jour. Que nous avions décidé à quelques-uns de ne pas nous tester parce qu'on s'était dit que si on se testait positif, il faudrait qu'on arrête de travailler. Et la situation ne le permettait pas. Donc, on prenait d'extrêmes précautions pour protéger les malades au cas où nous aurions été malades. Et ensuite, je me suis fait tester. Non, j'ai toujours été négatif. Tant mieux. Voilà, donc pour l'explication. Alors, c'est vrai que vous avez une spécificité. Vous êtes professeur de médecine et aussi élu et homme politique intervenant sur la scène publique. Donc, comment est-ce que vous trouvez un équilibre entre les deux fonctions ? Comment est-ce que vous les combinez ? Et puis, qui domine l'autre, dans le fond ? Quand vous parlez, est-ce que c'est le professeur de médecine, le chef du service des urgences, ou est-ce que c'est le maire, les Républicains, proche de Nicolas Sarkozy, qui l'a soutenu dans sa campagne électorale, qui a connu tous les hommes politiques, notamment des Républicains, mais les autres aussi ? Alors, c'est un sujet complexe. On m'a souvent posé la question. D'abord, je pense que les deux métiers d'élu local, je suis maire d'une commune, et médecins sont souvent les mêmes, c'est-à-dire qu'on prend soin des gens. Il y a vraiment de grandes similitudes. Et peut-être plus encore les urgences. Vous savez, les urgences, c'est l'hôpital qui s'ouvre sur la ville. C'est l'endroit où on va voir tous les dysfonctionnements du système de santé, il y en a, probablement aussi tous les dysfonctionnements de la société. Donc il y a une prise directe, c'est un peu le même métier. Parfois, j'ai des administrés qui viennent me voir à la mairie, qui m'appellent docteur, qui me demandent des conseils médicaux. D'ailleurs, je me souviens de cette femme qui a voulu absolument montrer sa cicatrice en ouvrant sa chemise. J'ai prié que quelqu'un n'ouvre pas la porte du bureau à ce moment-là. Donc on a une similitude, on prend soin des gens. Après, dans la crise, c'est vrai, j'ai beaucoup pris la parole. Et on m'a demandé, mais est-ce que vous faites de la politique ou est-ce que vous vous informez ? Quand j'ai vu la gravité de la crise, je me suis dit, je vais prendre la parole pour informer les gens. Leur expliquer ce que j'ai compris moi, ce que je n'ai pas compris aussi. Parce que je pense que c'est fondamental. Plus les choses sont complexes dans une société, plus il faut expliquer les choses. Donc j'ai fait de la communication, j'ai fait de l'information, j'ai informé les gens. Je ne crois pas avoir fait de la politique au sens partisan tel que vous le supposez. D'ailleurs, à tel point que j'ai plusieurs fois dit du bien du président de la République. Un jour où on me disait qu'il me reprochait d'être trop présent sur les antennes de télévision. Je lui avais fait un petit message en disant, écoutez, il m'arrive même de dire du bien de vous. Et de toute façon, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Donc parfois, je critique. Vous a répondu ? Il m'a répondu très gentiment. Je pense, si vous voulez, je suis un homme libre au fond. Je suis un homme libre dans ma famille politique. Je suis un homme libre aussi parce que je fais de la politique et parce que j'ai un métier. Quand vous faites de la politique, que de la politique, vous êtes peut-être un peu moins libre. Moi, je suis libre. Je peux dire peut-être plus facilement ce que je pense. Alors, on va évidemment faire le point sur la situation d'abord aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, à l'hôpital Pompidou, dans les hôpitaux, en Ile-de-France, mais en France en général, quelle est la situation ? On va commenter, bien sûr, les décisions du gouvernement qui ont été annoncées maintenant en fin de semaine. Alors, la situation est critique. La situation, c'est qu'on espérait que la seconde vague puisse s'amoindrir et qu'il y ait moins de patients dans les hôpitaux. On voit bien que la courbe de décroissance est beaucoup moins rapide que prévu en Ile-de-France, y compris en Ile-de-France, et nous ne sommes pas dans les régions les plus touchées. Je pense au Rhône-Alpes où c'est plus compliqué encore. Donc nos hôpitaux sont encore pleins de malades qui ont été hospitalisés, ce qui signifie qu'on n'a pas de marge de sécurité. Si l'épidémie reprenait, si le nombre de patients qui se présentent aux urgences avec le Covid réaugmentait, le risque serait d'être rapidement submergé parce que nous n'avons pas vidé nos lits. Et c'est une des conditions du déconfinement.
c'est d'avoir repris de l'oxygène dans les capacités d'hospitalisation, d'accueil à l'hôpital. Comment vous expliquez alors c'est quoi la deuxième vague n'est pas finie, c'est un plateau, comme a dit le Premier ministre, le ministre de la Santé. Alors, comment vous l'expliquez? Pourquoi on s'est relâché encore? D'abord, on n'explique pas tout. Voilà, on observe. Je vous rappelle qu'il y a 1 an, on ne connaissait même pas le virus, donc on découvre. Donc moi, je crois, si vous voulez, qu'un des sujets profonds. D'abord, le gouvernement a eu raison d'annoncer hier ou avant-hier qu'il fallait remettre à plus tard le déconfinement total. Il n'aurait pas pu faire autrement. Il n'a pas pu faire autrement parce que, encore une fois, nous n'avons pas de capacité d'oxygénation du système de santé. Donc ils ont raison. Vous approuvez. Mais oui, bien sûr. Vous l'approuvez clairement. Vous savez, j'ai approuvé Emmanuel Macron quand il a confiné En Marche. Je l'ai approuvé quand il a fait le couvre-feu, puis le confinement. Donc moi, je suis très tranquille. Quand c'est bien pour le pays, j'approuve. Et donc là, ils ont raison. C'est triste de le dire, parce qu'on aurait préféré tous être déconfinés. J'avais moi-même des tas de projets. Mais donc, ce n'est pas possible. Et ils ont eu raison. En revanche, et j'avoue que j'ai toujours un peu de mal à comprendre pourquoi nous en sommes toujours aussi peu loin en matière de lutte contre le virus. Je m'explique. Le confinement, c'est un pis-aller. C'est quand, finalement, vous ne pouvez plus faire autrement. Moins vous avez des capacités d'hospitalisation, plus vous devez confiner tôt, forcément. Vous avez une bouteille d'1 litre, c'est le système hospitalier français, et vous essayez de mettre 2 litres dedans. Forcément, ça déborde. C'est pour ça qu'on confine. Si vous avez une bouteille de 2 litres, eh bien, le confinement peut arriver plus tardivement. Donc vous faites partie de ceux qui disent, j'allais dire comme les Insoumis ou comme d'autres oppositions à gauche, finalement il fallait élargir les capacités d'accueil, faire beaucoup plus de lits de réanimation, alors que le gouvernement dit non. Il vaut mieux d'abord limiter le virus parce que sinon, c'est pas parce qu'on augmente le nombre de lits de réanimation qu'on lutte contre le virus. Mais moi, je ne l'ai pas dit, je l'ai même écrit depuis des années. Je trouve que notre système hospitalier est trop petit. Nous n'avons pas suffisamment de lits. Les Allemands, regardez, ils ont, alors ça dépend ce qu'on appelle lits de réanimation, et on va dire qu'ils ont 4 à 5 fois plus de lits de réanimation. Et donc par définition, vous confinez 4 à 5 fois moins. Il y a une petite musique effectivement du gouvernement qui est de dire non, mais la question n'est pas le nombre de lits, la question c'est de lutter contre le virus. En fait, ce n'est pas vrai, c'est les deux qui sont importants. Évidemment, il faut lutter contre le virus, et je vais y revenir. Mais il faut aussi avoir la capacité d'accueillir facilement les gens et de ne pas dire attendez, on ferme la société, c'est ce qu'on a fait au mois de mars, parce qu'on ne peut plus les accueillir. Donc il faut les deux. Donc pourquoi on n'a pas réussi à ouvrir des lits supplémentaires, pas seulement de réa d'ailleurs, mais aussi d'hospitalisation, parce que tout manque depuis 1 an. C'est compliqué, il faut former les gens, etc., mais il y a des pistes. Je regrette qu'on ne s'est pas donné les moyens d'avoir une réflexion rapide sur, en fait, une sorte de plan de mobilisation des hôpitaux. Et puis après, il y a la lutte contre le virus. Mais est-ce qu'on l'a fait bien? Moi, je considère qu'il y a toujours cette difficulté à être en retard sur les événements. C'est-à-dire que le virus court très vite, et nous, on est derrière et on est toujours un temps de retard. Je vais vous donner un exemple. On confine les commerces, par exemple. Certes, mais où sont les données scientifiques qui permettent de dire oui, tel commerce, il faut le fermer, tel autre, il ne faut pas? Alors, on n'a pas ces données. On attend une étude d'Arnaud Fontanet, on attend une étude de l'INSERM, on attend. Oui, on attend, vous avez bien dit, on attend. Mais c'est ça, mais on va attendre combien de temps? Donc, en fait, un des reproches qu'on peut faire, je crois, c'est justement qu'on a beaucoup attendu durant cette crise. On a attendu que les événements arrivent pour réagir. On avait 5000 lits de réanimation au mois de mars. Au mois d'octobre, quand on reconfine, on en a 5000. On nous annonce des trucs. Le gouvernement prétend en avoir 12 000 ou en tout cas une dizaine de milliers. Mais en fait, c'est faux parce que, en fait, ce qui se passe quand ils disent qu'on en a 10 000, on est même monté plus, on est monté à 12 000. C'est vrai, quand Olivier Véran dit ça, il dit la vérité. Sauf qu'il oublie de dire que ces lits n'ont pas été inventés ex nihilo. Ils ont été pris sur des lits d'hospitalisation classiques qu'on a repeints en lits de réanimation dégradés. Dégradés, ce n'est pas le même niveau de qualité de soins, il faut quand même l'avoir en tête. Mais du coup, il nous a aussi manqué des lits d'hospitalisation. On travaille en réalité à périmètre constant, voire même d'ailleurs à périmètre un peu réduit. Et le Ségur de la Santé n'a rien changé? Ségur de la Santé, ça a été, et je l'ai applaudi, ça a été une très grande chose pour les rémunérations du personnel. Pourquoi? Le personnel soignant, c'est-à-dire les non-médecins, dans les hôpitaux, avaient des rémunérations très inférieures aux moyennes de l'OCDE. Donc il fallait faire quelque chose. Et ils ont eu raison de faire quelque chose. Les sommes, je crois que ça a été plus de 8 milliards, c'est considérable. Personne, aucun gouvernement ne l'avait fait avant depuis 20 ans. Mais c'est vrai qu'individuellement, compte tenu du fait qu'on est très nombreux, les rémunérations ont augmenté faiblement. 182 € pour les infirmières, et donc 2 fois 90 €. Et donc, in fine, les gens ont été déçus.
Mais ce n'est pas parce que les gens étaient déçus qu'il faut dire que l'effort budgétaire du pays a été faible. Non, l'effort a été fort. L'effort a été fort. Toutefois, il y a un élément de comparaison intéressant. Lors du Grenelle en 68, j'ai regardé ça, on a augmenté brutalement les salaires de 35%. Donc vous voyez, le type d'effort était quand même très, très important il y a 50 ans. Mais je reviens à l'affaire du Ségur. Donc il y a eu un effort réel budgétaire, il ne faut pas le nier, ça serait une bêtise de le nier. Mais en revanche, on a laissé tout ce qui est à côté qui est fondamental. C'est quoi? Le drame de l'hôpital public, c'est l'hyper-bureaucratisation. C'est ça le sujet. Et ça, malheureusement, on ne s'est pas encore attaqué. La Direction générale de la santé est un peu mise en cause dans le rapport sénatorial. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui n'aurait pas pris les bonnes décisions sur les masques. On sait que c'était un des très gros problèmes du début de la pandémie. Vous trouvez que cette administration, cette direction, elle devait changer, elle aurait dû évoluer? D'abord, j'essaye en général de ne pas cibler un homme, parce que la situation est tellement atypique que le travail était difficile. Toutefois, dire que la DGS a été bonne dans cette crise serait peut-être exagéré. On a commencé la crise avec quasiment pas de masques, alors que le premier patient officiel déclaré, c'est fin décembre en Chine, enfin mi-décembre en Chine. Puis l'OMS accélère les choses et dit attention, il y a un problème dès la fin décembre. Qu'est-ce qu'on a fait entre fin décembre et mi-mars, 2 mois et demi? Est-ce qu'on a envoyé des gens? Est-ce que la DGS a envoyé des gens dans les pays où il y avait l'épidémie pour voir comment ça se passait? Est-ce qu'on a appuyé sur un bouton en commandant des masques? Est-ce qu'on a commandé des tests? Pourquoi les Allemands, dès le mois de février, font 60 000 tests par semaine? Drosden, qui est le grand virologue, publie... Aujourd'hui, les Allemands sont en difficulté. Ils ont 20 000 cas par jour, on en a moins. Non, mais attendez. Alors, si vous voulez qu'on parle des Allemands, moi je veux bien. Mais je sais aussi que c'est très français de dire, quand on n'est pas bon, regardez, les autres sont mauvais. Mais pardon, les Allemands, mais il faut regarder les chiffres. Nous, on est à 56 000 morts. Ouais. Les Allemands, ils sont à 20 000. Bien sûr. Donc il faut peut-être... Avec une population supérieure. Et avec une population supérieure. Donc non, ce n'est pas vrai. Les Allemands s'en tirent beaucoup mieux que nous. Beaucoup mieux. Alors, un mot, on revient sur les annonces de Jean Castex et du gouvernement, parce qu'elles ont évidemment été une douche froide pour le spectacle notamment. Je voudrais qu'on écoute ensemble Charles Berling, le grand acteur. Il était sur BFM TV. On a l'impression que la haine des artistes est vraiment en ce moment en cours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ce pays qui est grave, parce que la culture en France, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui a façonné toujours l'âme du pays et qu'elle est, mais au-delà de mépriser, Voilà, ils se disent, les théâtres, les cinémas, on fait tous les efforts et pourtant on est encore fermé. Ouais. Et Roselyne Bachelot dit, ça sera encore peut-être après le 7 janvier, il faudra revoir. Ouais. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense qu'on a mal agi avec les théâtres. Je pense qu'il aurait fallu être plus inventif. Il faut commencer à réfléchir en dehors des clous. Moi, qu'est-ce que j'aurais proposé? J'aurais proposé quoi? Qu'on puisse tester massivement à l'entrée de tous les endroits publics. Vous savez, maintenant on a des tests antigéniques, pas très agréables, on vous fait un truc dans le nez. Et au bout de 10 minutes, on sait si vous êtes positif ou négatif. Ce n'est pas 100% d'efficacité, ces tests. D'ailleurs, aucun test, même la PCR, dont tout le monde dit que c'est formidable, a aussi des défauts. Mais ça permet de resserrer les mailles du filet. Avec un tel outil, vous prenez un tel outil, vous faites tester tout le monde. Si vous êtes négatif, vous pouvez entrer dans le théâtre avec le masque, des distances de sécurité, des aérateurs qui renouvellent l'air dans le théâtre. Bref, une stratégie. En fait, vous savez ce qui nous manque dans cette affaire, c'est une stratégie. Identifier les lieux où ça a lieu, du testing massif. Et le théâtre, probablement, aurait moins souffert avec une stratégie aussi volontariste. En même temps, on entend le couvre-feu va être remis et avancé à 20h, parce qu'on se dit que si on sort le soir, on se mélange, et du coup, on fait circuler le virus. Non, mais je vais vous dire, ça, probablement. Sauf que ce que je reproche, c'est que nous n'ayons pas d'arguments expérimentaux et de données scientifiques. Je pense qu'il y a une grande différence, par exemple, entre être dans une salle de théâtre assis avec un masque, où on ne parle pas, où on ne chante pas, où on ne bouge pas, où on ne danse pas, et évidemment une discothèque. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux mondes différents. Donc le 31, on reste chez soi, on fait très attention, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. De toute façon, on n'a pas le choix. On voit bien qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Mais quand la décrue sera perceptible, je pense qu'il faut qu'on ait une attitude beaucoup plus originale sur des tas de sujets, dont les théâtres. Je vous dis, vous testez tout le monde. Mais pareil dans les EHPAD. Aujourd'hui, on a fermé les EHPAD. On dit aux gens, vous ne pouvez pas aller en chambre voir votre père ou votre grand-mère.
et vous allez les voir sur rendez-vous, tu parles de la liberté, dans la salle commune en bas, s'il y a un créneau. Dans ma commune, j'ai discuté avec les EHPAD, je vais essayer de mettre en place un système qui consisterait à ce que tous les gens qui se présentent à l'entrée de l'EHPAD, les visiteurs, sont testés. Un quart d'heure plus tard, j'ai le résultat. Si le résultat est négatif, ils ont la possibilité d'aller directement dans la chambre de leur père ou leur grand-mère, évidemment avec un masque, du gel, etc. Bref, essayer de mettre en place tout un tas d'éléments, de filets de sécurité qui permettent de revivre le plus possible normalement. Combien de temps ça va durer ? Alors, je ne suis pas devin, je suis médecin. J'essaye d'être bon médecin et je suis très mauvais devin. Je peux vous dire une donnée scientifique, c'est l'Imperial College, les Anglais. Là encore, c'est quand même très irritant qu'on aille toujours chercher les données épidémiologiques chez les voisins. Pourquoi on n'a pas de données épidémiologiques françaises ? Je ferme la parenthèse. Qui nous disent la chose suivante. S'il n'y a pas de vaccin, c'est-à-dire si personne ne se faisait vacciner, il faudrait imaginer qu'entre maintenant, et tenez-vous bien, mars 2022, on est jusqu'à 10 épisodes, 1 à 10 épisodes de confinement-reconfinement. Donc c'est pour ça que j'espère que le vaccin va marcher. Le vaccin, justement, on voit bien que les Français sont très sceptiques, ils sont une majorité à être sceptiques, ça a augmenté même apparemment dans un dernier sondage. Comment est-ce que vous le voyez ? Comment est-ce que vous l'appréhendez ? La campagne, elle va commencer début janvier, elle a commencé en Grande-Bretagne, dans d'autres pays déjà, fin décembre. On est en retard ? D'abord, il y a une prouesse technologique incroyable. On a mis en place plusieurs vaccins, il y a plusieurs dizaines de vaccins dans le pipeline, alors que le virus était inconnu il y a un an. Donc c'est formidable. C'est la seule solution pour s'en sortir. Le vaccin, c'est ça qui va vous permettre de choisir, de ne plus avoir à choisir, parce que c'est le cas aujourd'hui, entre la liberté et la santé. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse un choix entre la liberté et la santé. C'est ça qui va nous permettre de sortir du truc. Sauf que le sujet est le suivant. C'est y aura-t-il des effets secondaires du vaccin ? La réponse est oui. Il y a des effets secondaires de tous les médicaments. Y aura-t-il des effets secondaires graves ? On ne sait pas. On n'a pas suffisamment de recul. Combien de temps va durer l'immunisation ? Qui est réelle ? Les vaccins protègent. On l'a montré. On ne sait pas. On espère le plus longtemps possible. Mais s'il faut se faire revacciner tous les ans, tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, ben on le fera. Pourquoi pas ? On le fait avec la grippe, on le fait avec le DTP, on le fait tous les 10 ans. Il faut se faire vacciner parce que c'est la solution pour se sortir de cette affaire. Et en même temps, si nous vous disons à tous, faites-vous vacciner tout de suite, sans recul, et qu'il y a un accident grave, comment vous le dire ? Eh bien, on met fin à la vaccination pour les 50 prochaines années, puisque plus personne n'aura confiance en nous. Mais oui, mais le rôle des politiques, c'est de prendre des décisions, vous êtes d'accord ? C'est pour ça que le politique doit se ranger sous l'autorité bienveillante de la science, mais la science, ce n'est pas l'omniscience. Ce n'est pas l'omniscience pour 2 raisons. Ce n'est pas l'omniscience parce que nous ne savons pas tout, la preuve, je suis en train de vous dire qu'on a un recul de 2 mois, moi je ne sais pas ce qui va se passer dans 6 mois. Et ce n'est pas l'omniscience parce que l'homme politique, il choisit sur d'autres données que la science. Sur des données économiques, sur des données sociologiques, sociales, bref, la science, c'est un des éléments de réponse. Lorsque vous entendez le professeur Côme, Éric Côme, de la Pitié-Salpêtrière, qui dit « Je ne me ferai pas vacciner par les vaccins ARN messagers, j'attendrai les plus classiques, AstraZeneca ou autres », est-ce que ça ne contribue pas à la défiance ? Non, mais le professeur Côme, d'abord, c'est un type très bien, je le connais bien. Il est comme moi, il est en faveur des vaccins. Simplement, il vous dit finalement pas une chose très différente de ce que je vous dis. Il vous dit « Nous n'avons pas de recul ». Lui choisirait plutôt un vaccin qui est un vaccin à adénovirus, qui sont des vaccins plus traditionnels. Donc pour ça, il l'attendrait. Il dit aussi, attention, que tout le sujet, c'est la balance du bénéfice et du risque. En gros, il est possible de se dire, il faut avoir cette réflexion, que quelqu'un qui est très à risque de faire une forme très grave et de mourir du Covid entre maintenant et le jour où le vaccin qu'on attend arrive, a peut-être intérêt, lui, à se faire vacciner dès maintenant avec un vaccin ARN messager. C'est ce qui est prévu théoriquement, c'est-à-dire dans la proposition, c'est dans les EHPAD d'abord, puis les personnes à risque, les soignants à risque, et au-delà d'un certain âge. C'est la proposition. En fait, si vous voulez... Et donc vous l'approuvez, cette stratégie ? Oui. Oui, alors je vais mettre des bémols derrière. Premièrement, j'approuve le fait que ça ne soit pas obligatoire. Il y a toujours des bémols, hein ? Il y a toujours des bémols. Mais la France, le monde, c'est pas un monde blanc-noir. Les choses sont oui, mais on a du mal, parce que les médecins, on attendait des paroles qui nous rassurent ou qui nous donnent une direction. Or, on voit des médecins qui se contredisent, des médecins qui mettent des bémols. Vous savez, Pasteur disait, la science nécessite le doute méticuleux.
Donc, Oui. oui, il faut le doute méticuleux. Donc, je vous donne mon doute et je suis méticuleux. Je vous dis donc que quelqu'un qui a de grands risques aujourd'hui de faire une forme grave mortelle du Covid a intérêt à se faire vacciner aujourd'hui avec le vaccin ARN messager, très clairement. Quelqu'un qui est jeune, qui a moins de risques, moi, je lui conseillerais d'attendre plus tard. En fait... C'est ce qui est décidé aujourd'hui, ce qui est annoncé dans la stratégie vaccinale du gouvernement. Absolument, c'est ce qui est conseillé. En fait, les Français, c'est normal, c'est bien qu'ils aient la liberté de choisir, de se faire vacciner ou pas, heureusement que ce n'est pas obligatoire, de choisir tel vaccin ou tel autre. Et ce que je voudrais, c'est qu'ils le choisissent, non pas dans le doute et dans le scepticisme, mais qu'ils le choisissent sur des arguments scientifiques. C'est pour ça que nous, notre mission, les scientifiques, c'est de vous donner des arguments scientifiques. Je ne vais pas vous raconter que je sais tout sur un vaccin qui vient de sortir, parce que ça serait faux. Et quand vous mentez, quand vous trahissez la confiance, dans le code le serment d'Hippocrate, il y a « je ne trahirai pas leur confiance ». Je ne trahirai jamais leur confiance. C'est la phrase du serment d'Hippocrate. Moi, je ne trahis jamais la confiance des gens qui me demandent conseil. Donc, je leur dis, nous avons 2 mois de recul, et vous avez 30 ans, vous n'avez pas de comorbidité, je leur dis, attendez le vaccin suivant. C'est l'heure de votre photoportrait. Vous êtes né le 1er février 1964 à Orléans, de 2 parents médecins, et vous êtes père de 4 enfants. Après des études secondaires à Neuilly-sur-Seine, vous commencez des études de médecine, vous choisissez d'être anesthésiste, réanimateur et urgentiste. Et justement, vous en parliez tout à l'heure, c'est un des métiers les plus difficiles dans la médecine. Alors je ne sais pas si c'est le plus difficile, c'est un métier passionnant parce que c'est à la fois l'anesthésie-réanimation, c'est le soin de la pathologie à pronostic vital, donc vous agissez, vous guérissez. Pendant quelques mois, je me suis essayé à d'autres spécialités durant l'internat et je trouvais tout long, tout lent, les médicaments mettaient du temps à agir quand ils agissaient. Et là, avec la réanimation, j'avais l'impression d'être utile. Et puis après, j'ai découvert les urgences, par hasard, la vie est faite de hasard, et parce que simplement, je rentre de vacances un jour et le chef de service des urgences de mon hôpital avait décidé de démissionner. Donc on me dit, tenez, Juvin, vous ferez un bon urgentiste. Donc j'ai dit, à vos ordres, monsieur le directeur, je suis allé voir, j'ai essayé, ça m'a plu. Les urgences, c'est un avantage formidable quand on s'intéresse à la vie de la société. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, la connexion avec la société. On en voit tous les dysfonctionnements, on en voit toutes les beautés et tous les drames. Voilà. Donc c'est de la médecine quasi sociétale. Vous voyez. Votre première expérience marquante comme médecin militaire auprès des forces de l'OTAN en Afghanistan, sur le camp militaire français, le camp Warehouse. Oui. Quel souvenir? Alors d'abord, moi j'ai fait mon service militaire chez les pompiers de Paris et depuis très longtemps, depuis mon service militaire, tous les ans, en théorie, un peu moins ces dernières années, je revais l'uniforme et je suis encore médecin chez les pompiers de Paris. Je suis très fier d'appartenir à ce prestigieux corps militaire. Et puis en 2008, c'était au moment, vous savez, où ça allait très mal en Afghanistan. Bien sûr. J'ai décidé de prendre 3 mois d'arrêt de mon activité. J'ai pris un engagement dans l'armée française. Je suis parti comme officier dans le bataillon français qui luttait contre les talibans dans le cadre de la force de l'OTAN. Et je me suis retrouvé anesthésiste réanimateur dans l'hôpital militaire de campagne. On soignait à la fois des militaires français blessés, des militaires des forces alliées. Avec moi, il y avait une équipe bulgare, une équipe allemande. Nous soignions aussi les talibans qui étaient blessés, qu'on nous amenait. On les retapait avant que les services de renseignement viennent leur poser 2-3 questions. Et puis évidemment, beaucoup de civils. Dans le camp, mais aussi dans la Pampa, on partait la journée à distance, dans des convois blindés, parce que c'était relativement dangereux, et on allait soigner les populations. Donc c'est une expérience extraordinaire. Et elle s'est poursuivie, alors bien plus tard, et là c'est plutôt la plus dure, puisque ce métier a pris tout son sens, c'est le 13 novembre 2015. Oui, le Bataclan, les terrasses, et là vous racontez le silence dans votre service des urgences. Alors ce qui m'avait frappé, alors d'abord, quand un événement arrive comme ça, il y a toute une phase où quand vous êtes à l'hôpital, vous attendez parce qu'on vous dit que les gens vont arriver, et les gens n'arrivent pas. Puis brutalement, il y a eu, je ne sais pas, 10, 20, 30, 50 personnes d'un coup qui sont arrivées, qui ont envahi le service, qui étaient blessées. C'était la première vague que les pompiers et la police avaient sortie du Bataclan, donc des jeunes, tous très jeunes. Et dans les séries américaines, vous savez, les services d'urgence sont toujours montrés comme de lieux où tout le monde crie, court, pousse des brancards en hurlant, etc. En fait, la vraie vie, c'est pas ça. Heureusement d'ailleurs. Parce que si on courait d'abord, on tomberait, on se ferait mal, on se fatiguerait, on se blesserait. Puis surtout, la médecine d'urgence, ça nécessite du sang-froid. Ouais.
quand vous soignez des pathologies à pronostic vital engagé, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer de sang-froid. Vous ne pouvez pas vous permettre de papillonner, de perdre du temps, vous devez aller à l'essentiel. Et là, c'est ce que nous avons fait parce que nous étions entraînés. En fait, on s'entraîne tous les jours à des potentielles situations de ce genre, et à bien d'autres d'ailleurs, dont il ne faut pas trop parler. Mais là, j'étais frappé par le fait que les patients aussi étaient silencieux. Ils étaient nombreux, très blessés, et ils devaient avoir très mal parce qu'il y avait des blessures très délabrantes. Et il y avait une sidération. Et cette sidération, elle était le fait de l'événement incroyable qu'ils avaient vécu. Et ils avaient touché l'enfer et ils en sortaient. C'est un souvenir très fort que vous évoquez. Oui. Est-ce que ça a changé votre métier? Ça a changé les pratiques aussi des urgences? Alors, il est clair qu'on s'entraînait avant à pouvoir être prêt à recevoir des patients en situation d'exception de ce genre. Il est très clair qu'on a récupéré du matériel qu'on n'avait pas. Avant, on a maintenant du matériel en nombre. On est sûrement beaucoup plus prêt. Et vous savez, la nature et l'histoire montrent qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas prévu qui se présente. Le Covid. La preuve, ouais. La pandémie. Est-ce que ça a fait évoluer? La pandémie, vous la décrivez au mois de mars, au mois de février, mars, avril, comme un tsunami, une vague qui n'arrête pas de monter. Absolument. Est-ce que du coup, cette fois-ci, la deuxième vague, vous avez changé vos méthodes, vous avez changé les traitements, vous avez... Alors on soigne mieux les gens, pourquoi? Parce que par exemple, je vous donne un exemple, on a compris que c'était une maladie qui était aussi une maladie à tropisme vasculaire. C'est-à-dire que le virus, créé par un phénomène inflammatoire, une inflammation des vaisseaux, et il y a des gens qui font de la coagulation dans les vaisseaux. Il y a des gens qui meurent d'ailleurs de ça. Donc c'est vrai que dorénavant, on donne des anticoagulants, qui sont des médicaments robustes qu'on connaît depuis des années, mais on les donne à ces malades du Covid beaucoup plus tôt. La grande différence peut-être, c'est que le personnel est fatigué. Nous avons vécu le confinement de mars et la grande épreuve de mars comme une épreuve de grande cohésion du service hospitalier. C'est-à-dire que tout le monde était sur le pont. Et ça y est, on était prêt à faire même plus encore que ce qu'on a fait. Et là, c'est vrai que les gens sont fatigués. Moi, j'ai eu des démissions de médecins. J'ai des médecins qui ont quitté le service parce que moitié de burn-out et de se dire finalement, j'ai réfléchi, la vie, c'est pas ça, je m'occupe mieux de ma famille. Donc, j'ai eu des démissions de médecins. On a des gens qui ont été malades. J'ai des gens qui ont été malades dans mon service. C'était pas arrivé depuis combien de temps? Moi, je me souviens quand j'étais interne, j'avais été interne 6 mois à l'Hôtel-Dieu à Paris, très beau bâtiment. Il y a une plaque, la liste des internes et des médecins qui étaient morts du croup. Vous savez, infection laryngée. Mais c'était au 19e siècle. Et bien en fait, on a découvert que oui, il y a des soignants qui pouvaient tomber malades, et certains sont morts d'ailleurs. Donc, on est arrivé dans un système tellement incroyable que aujourd'hui, les gens sont crevés. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à une réserve sanitaire européenne. Il n'est pas normal, par exemple, de ne pas avoir un fichier très simple des infirmières de réanimation ou des médecins de réanimation ou des infirmières ou des médecins qui ont eu une expérience de réanimation dans leur vie et qu'on pourrait reformer en 3 semaines. Eh bien, ce fichier-là, il faudrait l'organiser au plan européen. Il y a beaucoup de choses à faire, si vous voulez, pour prévenir le prochain risque. Au mois de septembre dernier, le Parlement européen a publié un document très intéressant, qui est en ligne, qui liste tous les grands périls auxquels nous pourrions faire face demain. On va revenir sur votre engagement européen notamment, puisque vous avez été aussi député européen bien sûr, mais je reviens sur la politique, médecin et politique. En 2001, candidat RPR, à l'époque, à la Garenne-Colombes, ville de 30 000 habitants. Vous y étiez conseiller municipal avant. Vous avez été jeune gaulliste à l'origine et très proche du candidat Sarkozy en 2007. Vous écrivez son programme santé. Vous travaillez avec lui sur le programme santé. Et je dirais que vous devenez un peu le médecin des personnalités politiques. On vous voit à côté d'eux, en tout cas, à côté de Valérie Pécresse, de François Fillon en 2017, à côté de Rachida Dati, Bruno Retailleau, Franck Louvrier. Cette famille politique, pourquoi est-ce qu'elle est en panne? C'est une bonne question. Elle est en panne. D'abord, il y a eu l'accident de parcours de la campagne électorale quand même avec François Fillon, qui n'a même pas beaucoup aidé. Peut-être aussi parce qu'on a arrêté de réfléchir, de travailler. Et je pense que le sujet, c'est qu'il faut qu'on se renouvelle sur les idées, il faut qu'on travaille sur le fond. Vous savez, les gens à droite, on a un peu l'habitude de dire oui, mais on attend l'homme providentiel. Et tout le monde dit, regardez Sarkozy en 2007, il n'y a pas eu de problème, il a écrasé le match. Mais en fait, quand on reprend l'histoire, ce n'est pas ça du tout.
Nicolas Sarkozy, il est devenu le candidat de la droite en 2007, mais parce que durant des années avant, il a beaucoup travaillé. Il y a eu un travail intellectuel très important à l'UMP à l'époque. Il y avait une convention, Emmanuel Mignon, il y avait une convention toutes les semaines, où toutes les semaines, nous interrogions des gens qui ne venaient pas de notre propre camp. On allait voir ailleurs. Vous savez ce que... Et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas suffisant, c'est pas aussi parce qu'Emmanuel Macron occupe le terrain. Bien sûr, il y a des phénomènes conjoncturels et structurels. Alors, et puis parce qu'il n'y a pas d'homme providentiel, ou est-ce qu'il y en a un? Là, il y a Xavier Bertrand qui veut se proposer, je pense qui justement sera que candidat. c'est l'inverse. L'homme providentiel, entre guillemets, il n'est que le fruit d'une réflexion et d'un travail. C'est ce que j'essayais de vous montrer avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est devenu Nicolas Sarkozy, le candidat de 2007, parce qu'il a travaillé avant et il a fait travailler les gens. En dehors, y compris de notre camp. Il faut aller chercher ailleurs. Il faut ouvrir. Vous savez, le philosophe Alain disait, quand 10 personnes qui pensent la même chose se réunissent, elles ne pensent plus. Et donc, la droite, elle doit s'ouvrir et regarder ce qui se passe, aller voir à l'étranger, bref, travailler. Alors, et puis, vous avez raison, Emmanuel Macron a écrasé le match et a essayé d'expliquer que le nouveau monde fait que finalement l'ancien monde, que ce soit les socialistes ou nous, on compte plus. Bon, on s'aperçoit que c'est évidemment plus complexe que ça. Je reviens sur les noms qui circulent aujourd'hui. On parle de Xavier Bertrand, qui a été ministre de la Santé. Oui, bien sûr. On parle de Bruno Retailleau, qui pourrait se présenter. On parle de Valérie Pécresse. Oui, c'est vrai. S'il y avait une primaire, vous seriez partant, vous? En tout cas, moi, ce que j'ai déclaré, on m'a déjà posé la question, c'est que, enfin, vous avez vu l'état de la France, une sorte de désordre sanitaire, de désordre de sécurité, désordre économique, désordre migratoire. C'est pas possible qu'on ne fasse rien. Donc, ce qu'il faut, c'est proposer des solutions. Et avec quelques amis, c'est vrai, nous travaillons à proposer une manière de se sortir de cette situation. Donc, vous pourriez vous présenter à une candidature à une primaire si elle se déroulait. Et le jour où je l'aurai décidé, je reviendrai dans votre émission vous l'annoncer. En tout cas, c'est pas du tout exclu, c'est ce que je comprends. Vous êtes beaucoup exprimé au moment des élections européennes et vous avez été un député européen très actif. Quand vous avez été élu en juillet 2009 sur la liste Dati Barnier, puis en 2014 sur la liste Lamassoure. Très bien classé pour votre assiduité, votre travail. À tel point que le parti ne m'a pas choisi pour être de nouveau candidat, vous voyez. Et comment vous l'expliquez, ça? Vous avez été très sévère avec François-Xavier Bellamy après la défaite, après le chiffre très mauvais des 8%. J'ai été sévère avec ma famille. Non pas parce que moi, d'abord, on m'avait proposé d'être candidat sur la liste, j'avais refusé parce que je n'étais pas d'accord avec je pense qu'on se trompait. Si vous voulez, moi je crois que l'Union européenne est bien meilleure qu'on ne le dit. C'est facile de mettre tous les dysfonctionnements de la société sur le dos de l'Union. Et les Français sont très champions du monde pour mettre tous leurs mots MAUX nationaux en faire des mots européens. Cette Europe, est-ce qu'elle s'est bien comportée face à la pandémie? Je trouve qu'elle s'est pas mal comportée. Regardez, vous pourrez trouver, moi j'ai les informations précises, mais vous pouvez le trouver sur le site de la Commission, c'est très caché, mais il y a des comités techniques qui se réunissent dès le 1er janvier, avec tous les États membres autour de la table et qui disent, messieurs les États membres, dont la France, avez-vous tout ce qu'il vous faut? Et à la réunion du 31 janvier, les États membres répondent, sauf 4, mais on ne sait pas qui c'est plus prudent. Oui, on est tous prêts, on a tout ce qu'il faut, on a des masques, on a des tests. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, ce que la France a répondu lors de cette réunion. Donc, l'Union s'est préoccupée des choses beaucoup plus tôt que la France, l'Allemagne, le Danemark ou la Belgique. Et puis, regardez, l'Union a commandé des vaccins en masse, avec cette capacité de commander des vaccins à plusieurs industriels. Comme ça, s'il y en a un qui ne marche pas, on en aura un autre, etc. Non, je pense qu'ils se sont bien comportés. Et puis, au point de vue économique, excusez-moi de vous le dire, mais il n'y aurait pas l'Union européenne, il n'y aurait pas la Banque centrale aujourd'hui, nous serions en cessation de paiement. Parce que ce qui se passe, c'est que la Banque centrale a lancé un programme qui est le PEPP, Pandemic Emergency Purchase Programme, 1850 milliards sur la table, qui font quoi? Que dès que la France aujourd'hui s'endette, et nous ne faisons que nous endetter pour payer la crise, vous avez vu, le chômage partiel, etc., c'est de l'endettement. Dès que la France s'endette, c'est la Banque centrale en réalité qui rachète. Donc c'est comme ça que nous en sortons, c'est parce que vous avez la puissance de l'Europe derrière. Nous serions seuls, je vais vous dire, ça ne serait pas facile. Je ne sais pas comment les Britanniques vont faire. La campagne électorale présidentielle, elle portera sur l'Europe. Hein, bien sûr. Avec beaucoup d'opposants à l'Europe. Bien sûr. Mais ce que je reproche... Et de droite. Hein. Mais d'abord, vous savez, les opposants, ils ont le droit de s'opposer. Moi, je vous dis simplement que je crois que la France, dans son histoire, a plusieurs fois éclairé le monde. Je suis un profond patriote. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui sont allés à Kaboul en 2008 sous l'uniforme de l'armée française. Donc je n'ai pas de leçon de patriotisme à recevoir.
Mais ce que je dis aussi, c'est si la France veut continuer à éclairer le monde, elle doit pouvoir avoir un véhicule de puissance. Ce véhicule de puissance, c'est l'Union européenne. En gros, tout seul, on aura du mal. Il faut que ce véhicule de puissance soit l'Union européenne. Il y a deux conditions. Un, que ce véhicule de puissance se comporte comme une puissance. Or, l'Union, malheureusement, n'est qu'aujourd'hui un marché unique qui fonctionne. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, il fonctionne et c'est très bien. Ce marché unique, ça permet aux entreprises françaises d'avoir un marché de 450 millions de clients et pas de 67. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Là-dessus, on sent qu'il y a pas mal de points d'accord. Moi, mais attendez, pardon, j'ai écrit, donc ce n'est pas un scoop, que je me reconnaissais dans le discours européen d'Emmanuel Macron et pas dans l'euroscepticisme de mes amis. Mais l'Europe, c'est une deuxième chose. Pour que ça marche, il faut aussi que la France joue son rôle, est un rôle de leader. Or, ce que j'ai appris aussi au Parlement européen, c'est que nous, les Français, nous croyons que le monde tourne autour de la France. En fait, j'ai vu que ce n'était plus le cas du tout. Et la France, aujourd'hui, il y a des tas de choses qui se font en Europe sans la France. Et puis, pardon, il y a une civilisation européenne. Aujourd'hui, on parle de séparatisme et de risque de l'islamisme politique. Une des manières de s'en prévenir, c'est de mettre en avant une civilisation européenne. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de points communs entre les différents pays. C'est aussi pour ça que je suis européen. Voilà la transition que j'attendais peut-être pour les images de la semaine. Les images, c'est cette loi, d'abord, dont vous venez de parler, sur le séparatisme, la loi confortant les principes républicains. Elle prévoit cette lutte contre l'islamisme radical, la lutte contre des associations qui ne respecteraient pas l'égalité homme-femme ou la liberté d'expression, les fermetures de mosquées ou d'écoles hors contrat qui endoctrineraient des Français. Bon, vous êtes plutôt pour ou vous êtes plutôt contre ? Non, mais sur le principe, il faut évidemment prendre des mesures. On voit très bien que la France court à très grand péril. Il n'y a pas d'abord des séparatismes. C'est idiot, il faut arrêter de dire qu'il y a des séparatismes. Il y a un séparatisme, c'est le séparatisme islamique. Il n'y a pas de séparatisme catholique, bouddhiste ou protestant, ça n'existe pas. Fallait-il une loi ? C'est un sujet. Moi, je trouve que dans cette loi, il y a des choses bien. Il y a des choses, honnêtement, qui posent de vrais problèmes, d'ailleurs qui seront contre-productifs. Et puis, il y a surtout, aujourd'hui, tout un tas de dispositions qu'on pourrait prendre sans attendre la loi. Il y a 4000 étrangers, 4000 étrangers, qui sont inscrits en fichier S. Qu'est-ce qu'ils font sur le territoire ? On nous a amusé, on a amusé la galerie avec la déchéance de nationalité pendant des mois. Et il y a 4000 gars qu'il suffit de dire « Monsieur, au revoir, c'est fini ». Alors le fichier S, maintenant il y a un fichier beaucoup plus spécialisé. D'accord. Le fichier S, ça peut être toutes sortes de personnalités. Mais il y a une volonté affichée de Gérald Darmanin, qui vient de votre famille politique. Oui, bien sûr. Vous l'approuvez d'expulser des radicaux. Mais vous l'avez dit vous-même, moi j'approuve toutes les volontés affichées. Moi je ne juge, vous savez, comme saint Thomas que sur les actes. Donc j'attends de voir. Est-ce qu'à l'hôpital, vous avez vécu des situations que cette loi pourrait permettre de résoudre ? Alors dans mon hôpital, quelques-unes, en particulier quelques-unes de soignants qui arrivaient voilés, donc il a fallu avoir une discussion parce que ce n'était pas possible. Dans l'hôpital dans lequel je travaille pour des raisons sociologiques, non, mais j'ai bien entendu beaucoup d'amis qui m'expliquent que dans certains hôpitaux, vous avez des femmes qui n'acceptent pas d'être examinées par des hommes. Enfin, tout ça est vrai et tout ça se voit. Enfin, la société a changé. Donc la question est de savoir comment, d'un côté, on dit à nos concitoyens musulmans, pratiquants ou culturellement musulmans, qu'ils sont français, qu'ils sont les bienvenus dans la République, mais en même temps qu'on leur explique qu'il y a des lois, des us et des coutumes. Nicolas Sarkozy, que vous connaissez bien, oui. Un réquisitoire dur. Très dur. 4 ans, dont 2 avec sursis dans l'affaire des écoutes Bismuth. Vous lui avez parlé, vous avez Alors, je changé. ne lui ai pas parlé récemment, mais je le vois souvent. D'abord, ça a été un grand président. En 2009, une grande crise. Je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti à l'époque. Moi, je suis frappé, si vous voulez, dans toutes ces affaires. D'abord, l'affaire Bismuth, c'est quoi ? C'est une affaire où, pendant des mois, la machine judiciaire va mettre des moyens considérables en œuvre pour l'écouter en permanence. Mais écouter ses conversations privées, écouter des conversations avec son avocat, avec son médecin. Enfin, c'est absolument fou. En démocratie, il
Il y a un principe, on n'écoute pas une conversation entre quelqu'un et son avocat, vous voyez, et son médecin accessoirement. Donc une débauche de moyens pour quelque chose qui en réalité n'existe pas. Il n'y a pas eu de corruption, il n'y a pas de corrompu, il n'y a pas eu de fait, et tout le monde l'a reconnu. Moi je crois, enfin j'espère qu'il va être reconnu innocent et que ça sera fini. Mais je ne peux que me poser une question quand même. Regardez, entre l'énergie qui est mise pour taper sur Nicolas Sarkozy, la célérité dans l'affaire Fillon, où quelques heures après la publication dans le Canard enchaîné, le parquet est saisi, puis la convocation, etc., il y a quand même une utilisation de la loi qui pose question. Si vous voulez, je revendique d'être un Mais vous n'avez pas médecin. confiance dans la justice de la France? Non, mais si, j'ai confiance. La preuve, c'est que je pense que Nicolas Sarkozy, enfin je l'espère, sera blanchi à l'issue du procès. Ce qui est surprenant, c'est ce deux poids, deux mesures. C'est ça qui est un peu surprenant. Je vous ai choisi comme visage de la semaine, donc comme visage de la lutte contre la pandémie. On va voir dans un instant quel visage vous avez choisi. Donc pas un, mais deux visages. Oui, absolument. Lecam et Escoffier. Alors moi d'abord, je ne connais rien au sport de la voile. J'ai le mal de mer. Enfin, bon, mais j'ai découvert comme vous ces images incroyables. Et, Jean Lecam et Kevin Escoffier, deux skippers du Vendée Globe. Hein. Oui, je suis admiratif des sportifs. Moi, je trouve qu'avec le sport de haut niveau, on ne peut pas tricher. Oui, ce sont des gens qui ne trichent pas. Et là, il y a, dans une société qui prend zéro risque, qui veut surtout que rien n'arrive, il y a des gars qui prennent le bateau, qui font le tour du monde face aux éléments. Je trouve qu'il y a un côté romanesque qui est très oxygénant, au-delà de l'air du large. Et puis, il y a le sauvetage. C'est ça, c'est Jean Lecam qui sauve Kevin Escoffier. Et il se donne la main. Dans une société aussi extrêmement individualiste, tout ça est très beau. En fait, ce sont deux visages qui sont intemporels. Vous voyez, c'est ça qui est formidable. Des héros. Oui, des héros. C'est une émission de fin de semaine, donc je vais vous demander évidemment ce que vous faites quand vous êtes off. C'est pas évident avec votre emploi du temps. Vous êtes professeur de médecine, chef de service des urgences, maire, impliqué dans beaucoup d'activités aussi politiques de votre famille politique. Oui. Vous avez du temps pour déconnecter? Qu'est-ce que vous faites? D'abord, c'est vrai, je travaille beaucoup. J'ai toujours beaucoup travaillé. Ça, c'est une évidence. Je lis. Je trouve la lecture, en fait, permet de vivre des vies supplémentaires. Et ça vous donne de la liberté. C'est-à-dire que dans une existence, on a des expériences personnelles dont on tire des leçons, ou pas d'ailleurs. Et la lecture, elle vous permet d'avoir des existences supplémentaires et de tirer peut-être de l'expérience de ceux qui racontent ou de ceux dont on raconte la vie. Oui, donc je lis. Oui, ça c'est vrai, c'est important. Et puis... Et alors, vous êtes aussi un chasseur d'autographes, il paraît. Alors j'aime les autographes, j'aime ces papiers sur lesquels vous avez une signature, souvent de gens connus. Alors j'ai quelques autographes, Sade des Ventes, Antiquaire, etc. J'en ai aucun qui ait une valeur historique majeure. J'ai quelques jolies signatures. Je trouve là, vous voyez, c'est le goût de l'histoire, parce que j'aime l'histoire. C'est un flambeau, il y a quelqu'un qui est disparu, et je tiens dans mes mains la lettre, je ne sais pas moi, d'un maréchal d'Empire. Il y a sa signature. Cet homme qui a tant fait pour la France, eh bien, il n'est pas tout à fait mort, puisqu'il a cet autographe qui va lui permettre de continuer à vivre. Et moi, je suis le gardien de cette histoire. J'ai l'impression de jouer mon rôle de hallebardier à l'entrée du temple de l'histoire avec ces autographes. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Je vous en Merci, prie. professeur Philippe Juvin. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci de vos invitations. Il est à retrouver, bien sûr, cet entretien sur notre site bfmtv.com en replay. À la semaine prochaine.